d'abord remercier Vincenzo et Florent de m'avoir invité, et aussi mon vieil ami Serge. Enfin, il n'est pas vieux, c'est notre amitié qui est vieille. Et puis Ariel Kérou d'avoir accepté cette table ronde. Alors moi, je me sens un petit peu, comme souvent, en décalage. Enfin, j'ai beaucoup appris du colloque, de ce que j'ai pu entendre. Moi, Bernard Stiegler, c'est une rencontre qui a été déterminante pour moi. Euh, alors pour lui, c'est autre chose, évidemment, et certainement pas grand-chose. Mais je pense que euh, cette rencontre, et ce que j'en ai fait, c'est-à-dire l'interprétation que j'en ai fait par rapport à ma pensée, ce que je vais essayer de vous livrer, permet peut-être de comprendre un petit peu autrement certains aspects de sa vie et de son travail, de son œuvre, disons, précisément sur la notion de soi. Alors, je pratique l'écriture de soi comme pratique de soi. Et c'est-à-dire, c'est une façon de laisser une trace écrite de la pensée en train de se faire. Et donc aussi, là, la lecture de soi, c'est-à-dire que je vais faire cet exercice d'essayer de rendre vivante cette pensée dans les traces qu'elle a laissées, parce que dans un premier temps, ça me rassure pour pouvoir dire ce que j'ai à dire de manière à peu près sûre. Et puis après, je me livre totalement à la discussion en toute liberté. Donc, je vais vous demander aussi un petit exercice d'écoute de la lecture. Euh, je pense que la pensée de Bernard Stiegler est soignante, totalement soignante, dans l'optique originale qui est fondamentalement la sienne, c'est-à-dire d'abord parce que pour lui, la pensée elle-même est soin. Penser, c'est aussi et toujours penser avec un A, comme il aimait à l'écrire et à faire ce genre j'allais dire de jeu de mots, on peut le dire. La pensée au travail, la pensée qui est individu, la pensée qui est pharmacologique et organologique, c'est-à-dire d'une part, celle qui n'est jamais seulement un savoir, mais toujours aussi une connaissance, c'est-à-dire celle qui transforme son objet comme son sujet et le déborde, et transforme aussi ceux qui la transmettront et ceux qui la recevront. En cela, elle est éducation, instruction, qui constitue pour lui un mode fondamental du soin. Elle est toujours à la fois expérience, c'est-à-dire affect. Une pensée sans affect n'est que de l'ordre du calcul. Elle est donc désir, et par là, élaboration, impliquant investissement en temps long, ou plutôt devenir, et dans le même temps, action, ou plutôt dans le même mouvement, dans la même dynamique. Et cette élaboration de la pensée est aussi collective, c'est-à-dire collaborative. Ainsi, la langue qu'invente en quelque sorte Bernard Stiegler, écrivain poète, c'est-à-dire créateur enthousiaste de mots, tous ces néologismes qu'il forme à partir de sa relecture des grandes œuvres philosophiques au prisme de l'étymologie, est aussi ce qu'on peut légitimement appeler le vocabulaire d'Ars Industrialis, l'association qu'il a instituée. Non qu'il s'en dépossède, mais parce que cette langue pensée dans une forme nouvelle devient l'objet possible d'une discipline, c'est-à-dire d'une individuation psychosociale, d'une transindividuation de la connaissance par sa pratique collaborative. Il s'agit bien de la pensée philosophique, de la philosophie, qui est le fond du soin, c'est-à-dire de l'instruction et de l'éducation, comme ce qui crée précisément des disciplines et la possibilité d'une critique collective, de leur critique collective. Et Bernard a ainsi institué des disciplines créées dans les institutions, je ne vais pas les citer, vous les connaissez aussi bien que moi, et même mieux, parce que son travail de pensée était aussi et en même temps une élaboration et une expérimentation permanente de leur inscription dans le collectif. Et cette institution de collectif d'économie contributive, où s'établit une symétrie des contributeurs, où il n'y a plus ni producteur ni consommateur, est soin, philosophique au sens fondamental qu'il attachait à ce mot, c'est-à-dire une pratique de vie, d'individuation psychosociale. Et c'est sans doute que pour lui, elle l'est d'abord originellement, je dirais ontologiquement, comme pratique de soi, c'est-à-dire comme ascèse philosophique, comme ce qui est nécessaire pour permettre précisément de devenir soignant, c'est-à-dire de pouvoir partager le prendre soin. Il faut pour cela commencer par prendre soin de soi. Cette ascèse est née d'une occasion, qui est une infraction, une déviance. Et en cela, elle est normative, au sens de Canguilhem, pour lequel l'origine de toute norme, comme de toute règle, est l'infraction. La norme ne préexiste pas à son expérimentation, et son expérimentation singulière, individuelle, passe nécessairement par l'infraction, qui va faire sentir au sujet la nécessité interne et véritable de l'institution de la norme, comme ce qui rétablit une dynamique équilibrante.
on pourrait dire individuante. L'ascèse philosophique est donc pour Bernard Stiegler le premier soin, et d'abord celui qu'on s'applique à soi-même, celui qui lui permet de lutter contre la bêtise, ce qui constituera une des finalités essentielles de sa vocation de soignant, et d'abord de lutter contre sa propre bêtise. Et je vais lire une note, la note 2 de la page 214 et 215 de Prendre soin de la jeunesse et des générations, qui me semble très éclairante et très sensible. Alors, elle fait suite à la phrase qui se termine par « Et je me rappelle encore comment l'obligation scolaire me procura parfois un véritable sentiment d'élévation. Ce fut le cas lorsqu'un jour j'entrai en opposition avec l'un de mes professeurs. Je pense ici à Madame Riesbeck, qui fut mon professeur de mathématiques en classe de quatrième et qui était aussi mon professeur principal. Je me souviens en particulier d'un jour où elle me fit démontrer un théorème sur la base d'un enseignement issu du manuel de géométrie signé de messieurs Le Bossé et Emery. Il s'avéra qu'elle et moi n'étions pas d'accord sur l'interprétation de la démonstration proposée par ces deux auteurs. À la fin de cette année scolaire, Madame Riesbeck me fit redoubler cette classe au prétexte que j'étais trop jeune. À partir de ce jour-là, je fus à jamais dégoûté de l'école. Je quittai le lycée 3 ans plus tard, au cours de l'année 1968, étant brièvement passé sur les barricades de la rue Gay-Lussac sans y avoir jamais cru. Devenu père, je connus le travail de bonheur et je devins militant, autant pour me cultiver sans l'école de la République et à l'école de la vie que pour combattre ce qui m'apparaissait comme la menaçante bêtise. Ce n'est que lorsque ma propre bêtise me conduisit en prison que je pus enfin revenir vers la géométrie, l'esprit de contradiction et la logique de la démonstration, relevant de ce que nous, les philosophes, appelons le jugement apodictique. De cette épreuve de la déviance dont il vient de nous donner un superbe raccourci, comme origine de la formation à la pensée apodictique, c'est-à-dire celle dont l'évidence apparaît par la démonstration rationnelle, Bernard tira la possibilité d'une subjectivation du discours vrai, comme le dit Michel Foucault, c'est-à-dire sa formation de philosophe soignant, au sein et à l'occasion de l'épreuve de la prison, c'est-à-dire de son adoption, en équilibre de transformation mutuelle, et non d'une adaptation à elle qui réduirait le sujet. Je suis d'autant plus sensible à la note de Bernard que je viens de lire qu'elle trouve un double écho en moi et constitue en quelque sorte ce qui fit ma rencontre avec lui. Rencontre profondément humaine, c'est-à-dire d'affect et de pensée. Premièrement, sur ce que je raconte dans le texte qui a été partagé sur la plateforme, c'est-à-dire notre commun passage par la déviance comme occasion de la cesse philosophique. La mienne au départ, par rapport à la normalité biologique. Deuxièmement, ma propre expérience d'une sorte de tentative de destruction de mon intelligence par ma propre professeure de mathématiques de quatrième, dont j'ai pour ma part oublié le nom, mais pas le visage. Cette forme de bêtise pédagogique, dont lui comme moi et comme tant d'autres avons été victimes, si elle n'atteint pas son objectif de destruction, ou plutôt de destitution de l'esprit, peut également mener à un passage à l'acte qui vise un rétablissement et une reconstitution du désir de savoir à nouveau frais, c'est-à-dire souvent par une déviance assumée. On se trouve bien ici dans l'expérience primordiale de la normativité selon Canguilhem, aux sources de la compréhension du soin, aussi bien dans sa dimension médicale que philosophique. Expérience interne, on peut dire ontologique ou phénoménologique, c'est-à-dire avant et sans doute à la source de sa conceptualisation. C'est aussi ce qu'on peut appeler un engagement. Et la vie même de Bernard Stiegler en est un exceptionnel. Mais si la pensée en acte de Bernard Stiegler est soignante, c'est aussi d'autre part pour des raisons que vous connaissez bien, sur lesquelles je ne vais pas insister. D'abord parce qu'elle est pharmacologique, c'est-à-dire comprend les objets techniques comme des pharmacas, dont la puissance est potentiellement curative aussi bien que toxique, et aussi bouc émissaire, c'est-à-dire, pour faire vite, exutoire à la souffrance générée par la toxicité. Ce départage du toxique et de l'individuant est un soin délicat et constant. Il correspond bien au premier sens étymologique du mot soin, sonium, c'est-à-dire souci, exigence, attention. Non pas seulement à soi, mais dans le même élan aux autres êtres et aux choses, tout particulièrement pour Bernard Stiegler, aux objets techniques et aux technologies. Et ce qui rend particulièrement efficace et soignante cette interprétation des objets techniques et de la technologie, c'est qu'elle s'articule chez lui à une pensée organologique qui analyse la genèse et le devenir des différents types d'organes biologiques, techniques et organisations sociales, essentiellement dans leurs relations transductives et dans le décalage de leurs évolutions. Cette articulation pharmacologie, organologie générale fournit un instrument de pensée qui est d'emblée
un instrument de diagnostic qui permet d'établir la genèse et l'étendue d'une pathologie et d'en révéler la gravité. Pathologie psychosociale, c'est-à-dire tout à la fois individuelle et collective, pathologie de la transindividuation. Elle rend malade à la fois au plus profond de l'individu, dans ses structures fondamentales d'investissement libidinal et de rapport au symbolique et à la loi, et au plus vaste, c'est-à-dire à la civilisation dans son ensemble et son fondement même, la culture, le soin, dont elle ruine toute possibilité. Le fait que l'ensemble de ces manifestations, prolétarisation généralisée, individualisme, destruction de l'attention, soient comprises comme des symptômes, non seulement permet le diagnostic, mais d'emblée requiert de la part du soignant, c'est-à-dire de qui se sent soignant par l'exercice de la pensée philosophique, en l'occurrence, une thérapeutique, un soin, du soin. Et de même que dans la relation de soins médical, c'est la relation qui est soignante, avant même la molécule de l'éventuel médicament administré, car elle restaure et soutient précisément les facultés curatives de l'être humain, ce que j'ai appelé son autonormativité. De même, c'est le partage de la pensée qui soigne dans un aller-retour qui n'est pas que dialogal, mais contributif, c'est-à-dire instituant à la fois la personnalisation de chacun et une intelligence collective. Car il restaure et soutient en chacun et dans le groupe l'attention et la possibilité et la potentialité au moins de partage du prendre soin. C'est ce qu'a continuellement mis en œuvre et pratiqué Bernard Stiegler tout au long de sa vie, dans le souci constant de lutte contre la pathologie, lutte qui est son engagement. Ce qui fait son originalité et sa force de soignant, disons ce qui fait qu'il est un bon médecin, c'est qu'il ne vise pas la pure et simple, et si possible immédiate, suppression du symptôme, au détriment du malade et de son expérience propre de la maladie, dont le symptôme est aussi l'expression. Soigner, pour le bon médecin, c'est prendre soin plutôt que guérir à tout prix. Et pas seulement ni toujours instaurer une thérapeutique, c'est aussi la restaurer. Prendre soin, c'est alors faire confiance aux capacités curatives du malade, et donc aussi, dans une perspective transindividuelle, aux capacités curatives, c'est-à-dire autonormatives de la société, comme l'écrit Bernard Stiegler dans sa préface à mon livre, La blessure et la force, dans lequel il voit une entreprise de déprolétarisation du patient, qui constitue un exemple singulier de la thérapie de déprolétarisation généralisée. Ce qui renforce ma conviction d'une dimension fortement canguilhémienne du soin chez Bernard, qui explique peut-être le rapport de son œuvre au vivant et à la vie, et donc à la santé, qui en est l'amour, ou plutôt le maintien de sa possibilité. La société, en tant qu'organone, en tant qu'organisation sociale, possède ses propres capacités curatives, qui lui sont inhérentes et en sont constitutives, curatives et normatives, c'est-à-dire ce qui soigne en créant des normes comme dynamique d'équilibration et de régularisation interne-externe par rapport aux évolutions du milieu, dit Canguilhem. Ce que Bernard Stiegler peut concevoir comme dynamique d'adoption et non pas d'adaptation, c'est-à-dire de réduction aux exigences du milieu. Dynamique de transformation mutuelle, évolutive, structurante, on serait tenté de dire transductive. Et l'insistance très ferme de Canguilhem sur la dimension singulière et inhérente à l'organisme de la norme, en même temps que sur l'universalité de cette singularité et de cette inhérence, le mène en tant que médecin, c'est-à-dire personne engagée historiquement en même temps qu'individuellement du côté de la vie, à promouvoir la confiance dans les ressources normatives et curatives propres aux malades, en tant qu'elles sont propres aux vivants. Et je me demande si l'individuation, au moins biologique et humaine, de plus en plus polymorphe au fur et à mesure de l'avancée de l'œuvre de Bernard Stiegler, bien que dans le droit fil de celle de Simondon et en la dépassant, ne peut pas être comprise aussi comme manifestation de la normativité, telle que la pense Canguilhem, dans sa perpétuation du vivant, à la fois dans sa singularité individuelle et dans sa globalité. Ce qui fait que la santé n'est autre que la perpétuation de cette capacité créatrice qui rend la vie possible, c'est-à-dire pour l'être humain somatopsychique, qui fait qu'elle vaut la peine d'être vécue. L'organone que sont les organisations sociales et qu'est la société n'est pas à comprendre en analogie avec l'organisme biologique, comme ont pu le faire certaines philosophies ou sociologies. Il faut comprendre qu'en tant qu'organisation vivante et régulatrice, pour que s'y maintienne et s'y développe la vie, à la fois en son sein, c'est-à-dire les vies individuelles qui la constituent, et pour elle-même en tant qu'organisation et instrument de régulation, on peut la saisir comme structure relationnelle métastable dont le principe interne ou individuant
est la normativité humaine, c'est-à-dire autonormative et transindividuelle, enracinée dans le vivant. Et je pense que Bernard Stiegler, je m'arrête là dans 30 secondes, nous y invite, d'une part, parce qu'en tant que soignant, il manifeste dans ses œuvres et ses institutions, y compris technologiques, une confiance enthousiaste dans les vertus curatives d'une société de la contribution, et qu'elle vient sans doute d'une compréhension de la nature normative au sens canguilhémien de la contribution. D'autre part, parce que l'instrument de diagnostic que forge Bernard Stiegler dans l'articulation entre pharmacologie et organologie est une sorte d'instrument de mesure de la valeur, comme les valeurs qui s'affichent sur un thermomètre, mais aussi comme les valeurs de vie de Nietzsche. Mesure de la toxicité d'un pharmacone, mesure du degré de décalage entre les différents types d'organes. Et que cet instrument mesure une dynamique orientée vers une polarité négative, dit Canguilhem, vers l'entropie, dit Bernard Stiegler, c'est-à-dire un devenir pathologique. Et que penser en termes de dynamique, c'est penser en termes de normativité. C'est, me semble-t-il, ce qui fait la vitalité de l'œuvre de Bernard Stiegler, telle qu'elle nous est donnée aujourd'hui dans son inachèvement, contre les tentations du dogmatisme ou du systématisme. Voilà ce par quoi je voulais commencer. Bon. Donc, je vais rebondir tout de suite, Vincenzo. Hein, je prends la main directement, tiens, si tu es d'accord. Alors, moi, ce que je vais essayer de faire, justement, après ce très bel exposé donc, de Philippe, hein, c'est d'essayer de prendre un cas concret, en fait. Hein. C'est-à-dire que on connaît, je pense que vous avez commencé à explorer la pensée de Bernard Stiegler, ses écrits. Bernard Stiegler, c'était aussi des combats. Moi, ce qui m'a toujours frappé chez lui, au départ, à la fin du siècle dernier, pour faire un peu ancestral, j'avoue que j'étais assez proche de gens comme Paul Virilio ou Jean Baudrillard, et puis j'ai découvert, en fait, parce que tout simplement, il était édité chez le même éditeur, Galilée, que Virilio et que Baudrillard, j'ai découvert Bernard Stiegler à ce moment-là. Donc, c'était dans les années 90, en fait, hein, tout simplement. Et c'est vrai que ce qui m'a tout de suite assez sidéré chez Bernard, c'est cette capacité qu'il a toujours eu d'avoir une pensée forte, construite, un vrai système de pensée, une vraie logique de pensée, une vraie vision, d'une part, un regard sur l'aujourd'hui systématique. Il se préoccupe de ses contemporains, il se préoccupait de ses contemporains, et une capacité à mettre en action ses idées. Et ça, c'est hyper rare. C'est-à-dire un philosophe, un penseur abouti, brillant, sans doute l'un des plus brillants de ceux qu'on a connus ces dernières années, qui pense la technologie, donc pense le contemporain, pense l'aujourd'hui dans toutes ses dimensions sociales, économiques, culturelles, écologiques, et qui tente de concrétiser ses pensées. Et vous êtes tous bien placés pour savoir à quel point c'est compliqué de tenter de concrétiser ses pensées, à quel point on se heurte au mur de la réalité, pour ne pas dire du réel. Et donc ça, c'est vraiment on va dire sa contribution pour moi l'une des plus majeures et intéressantes. Et la dernière fois que j'ai passé un long moment avec lui, parce qu'après je l'ai revu donc je crois que c'était en décembre donc 2019, mais j'avais passé un long moment avec lui dans son moulin dans l'Allier. C'était donc je crois que c'était en juillet ou août 2019. Et là, on avait très longuement parlé pendant plusieurs heures de son projet à pleine commune, en fait, hein, c'est-à-dire les territoires apprenants contributifs. Et pour illustrer la notion de prendre soin, je voudrais partir de là et partir surtout de ce qu'il m'avait expliqué à l'époque, qui est au fond la première concrétisation, ce qu'il m'avait raconté sur la première concrétisation de ces territoires apprenants contributifs. Et c'est tout à fait passionnant parce que cette première concrétisation, donc, qui était dans le quartier Pierre-Sémard, donc de Saint-Denis, donc pleine commune, hein, c'est 9 communes donc, du nord de Paris. Et donc Pierre-Sémard, c'est un des quartiers les plus alors, bon, c'est un quartier, comme il le dit lui-même, qui est un quartier qui est quand même, on va dire, voilà, où il y a un travail qui est fait, mais c'est un quartier très, très pauvre, voilà, très précarisé, en fait. Hein. Bon, et son projet de territoire apprenant contributif, il avait, je ne vais pas vous en parler en détail, mais il commençait à se concrétiser et par une clinique contributive. Voilà. Et je trouve ça super intéressant comme exemple, parce que quand on parle de clinique contributive, déjà, on devine, on ne sait pas trop de quoi on parle, mais on est réellement, pour le coup, dans le prendre soin. Voilà. Alors, voilà, je vais prendre un exemple concret d'action et partir de l'action pour aller vers la pensée plutôt que l'inverse, pour une fois. En fait. Alors, c'est quoi cette clinique contributive?
on est donc en pleine commune. La pleine commune, c'est vraiment l'idée de construire une autre façon on va dire, de voir le monde, de soutenir les gens en partant des gens eux-mêmes, des citoyens eux-mêmes. Et il s'est rendu compte là-bas, avec l'ensemble de ses équipes, parce qu'il n'est pas seul, bien évidemment, au fond, qu'il y avait notamment au travers donc, de PMI, c'est-à-dire de protection maternelle infantile, en discutant avec des habitants du quartier Pierre-Sémar, il s'est rendu compte qu'il y avait un problème, un lourd problème, qui était en fait ça. Mais pas ça pour des vieillards comme moi, ça pour des bébés, en fait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un grand nombre des mères, alors, il faut dire, je crois qu'il y a le chiffre dans l'interview que j'avais fait de lui, je crois que 55%, il y a 55% de familles monoparentales dans le quartier Pierre-Sémar, donc en Seine-Saint-Denis, donc de Saint-Denis. 55%. Et bien évidemment, ces femmes monoparentales, elles ont parfois un travail, voire deux, voire trois, sans parler, et elles s'occupent de leurs enfants. Et sur le terrain, et là, c'est vraiment ces équipes et lui-même, là on n'est pas du tout dans la pensée avec un E, on est vraiment dans la pensée avec un A, à partir d'une pensée, ils se sont rendus compte qu'effectivement, les bébés, dès le plus jeune âge, en fait, ils étaient devant un smartphone, parce que les mères n'avaient pas d'autre choix, ils n'avaient pas les moyens de faire autre chose que de les occuper via le smartphone. Et ces gamins, où beaucoup d'entre eux étaient diagnostiqués autistes. Et il y a une pédopsychiatre qui s'appelait, je vois son nom, Marie-Claude Boissière, donc, qui essayait de se battre en disant, mais attendez, mais ils ne sont pas autistes, c'est de la bêtise pure, en fait. Allez sur le terrain, voyez, parlez avec les familles. Et c'est ce qu'a fait Bernard. Il a été contacté donc, par cette pédopsychiatre, il a été sur le terrain, et il s'est rendu compte que là, on est vraiment dans ce problème de thérapie, de pharmacon, c'est-à-dire d'une technologie qui potentiellement peut être toxique, que des smartphones remplaçant la présence maternelle dès le plus jeune âge rendaient les enfants, guillemets, apparemment autistes. Donc voilà, premier constat. Et là, on est en plein dans la concrétisation de la pensée de Bernard et dans se prendre soin. Donc, comment, à partir de ce constat, il a agi dans la logique de son projet, le territoire apprenant contributif. Le territoire apprenant contributif, c'est la conviction que pour sortir de la mouise dans laquelle on est, ça c'est mon vocabulaire, c'est pas le sien, j'avoue ne pas utiliser là pour le coup trop de vocabulaire philosophique, la mouise n'en est pas un, mais tout le monde le comprend, on comprend de quoi il retourne lorsqu'on parle de mouise. Eh bien, pour sortir donc de la mouise, il fallait considérer l'ensemble des habitants, ceux qui réparent des autos, ceux qui sont au chômage, tous ceux qui sont sur le terrain comme des chercheurs en droit. Voilà. Ça veut dire que résoudre un problème, pour lui, résoudre un problème, j'aime bien, c'est que, en fait, Florent, des fois, il fait la traduction du langage philosophique au langage parlé, et des fois, il fait la traduction du langage parlé au langage philosophique. C'est un traducteur dans les deux sens, c'est formidable. Bon, alors, excusez-moi, je digresse. Donc, ce qu'a fait, parce que derrière cette clinique contributive, qu'est-ce qu'elle fait ? Ils ont constaté le problème, et ils ont constaté dans les PMI, les protections maternelles et infantile, que quand des femmes se mettaient ensemble et que ces femmes se parlaient entre elles, les enfants aussi parlaient, l'autre mère s'occupait de l'enfant et le problème commençait à se résoudre. C'est-à-dire que le partage de connaissances, l'échange entre mères, soudainement participait déjà à la résolution du problème. Et que prendre donc ces mères, comme on peut prendre tout un tas d'autres populations, comme des chercheurs, trouvant eux-mêmes des solutions, avec les aides-soignantes, avec les infirmières, avec toutes les dames donc, ou les messieurs de la PMI, eh bien, ça pouvait apporter des solutions. Donc, il a constaté avec ses équipes sur le terrain à quel point la vision qu'il pouvait avoir était juste. Et il a été plus loin, bien évidemment. C'est-à-dire cette logique de faire de chacun un chercheur, il l'a mis en scène d'un point de vue, avec une méthode très universitaire, pour résoudre ce problème de soins, ce problème pour créer, construire cette thérapie à partir d'un problème lié à nos smartphones et à l'éducation de nos tout petits enfants. Eh bien, il a fait lire à des mères, autant qu'à des soignantes, Winnicott. Il a créé une sorte de séminaire avec l'ensemble de ses équipes et il s'est rendu compte que quand les gens ne les prenaient pas pour des idiots, ce qu'il disait en rigolant, il disait, mais même moi, Winnicott, des fois, Winnicott, je ne comprends pas tout. En fait, c'est comme quand on parle de Canguilhem ou quand on lit du Stigler, on ne comprend pas forcément tout. Mais on peut avoir des gens qui vous aident à avancer et à comprendre. Et là, en l'occurrence, Winnicott, par rapport au rapport entre le bébé, l'enfant et les parents, les adultes,
eh bien, ça a apporté beaucoup de lumière. Il m'a également expliqué qu'il a fait découvrir Gregory Bateson, en fait, donc l'anthropologie et tout le travail de Bateson et de Margaret Mead sur les alcooliques anonymes à ses mères. Et ensemble, une fois par semaine, un séminaire, des fois un séminaire avec, des fois c'était des séminaires donc universitaires et aides-soignants, puis derrière des séminaires avec des habitants. Ils ont peu à peu construit une méthode, c'est-à-dire que c'était une méthode pour faire partager les connaissances et une méthode pour s'occuper des enfants et faire en sorte, sans aucun médicament, qu'ils sortent de leur soi-disant autisme. Donc voilà, je donnais cet exemple-là parce que on est réellement dans le prendre soin, c'est-à-dire que le constat philosophique du départ, cette thérapie et la capacité qu'on peut avoir de prendre un même outil pour le rendre thérapeutique ou au contraire pour le rendre toxique, eh bien c'est très concrètement ce qui a été fait là. Et plus largement, dans ce territoire à prenant contributif, je regarde l'heure pour ne pas trop dépasser, eh bien il y a d'autres dimensions. C'est-à-dire qu'à partir du terrain, ce qu'il expliquait, c'est qu'il n'inventait rien, mais que ces pratiques, il partait des pratiques du terrain, lui et ses équipes, c'est ce qu'ils font encore, en tout cas je l'espère, eh bien, il n'inventait rien, et cette logique contributive, de faire contribuer chacun, il y avait aussi l'idée derrière, non pas d'un revenu universel, mais d'un revenu contributif qu'il n'a jamais pu mettre en place en fait là-bas, l'idée justement de rétribuer les gens pour acquérir et transmettre des connaissances, comme étant on va dire, la clé du soin, parce qu'au fond, finalement, ces mères, ensemble, elles se sont rendues compte qu'elles avaient des connaissances et que toutes seules, elles étaient coincées et qu'ensemble, elles pouvaient résoudre un problème. Et puis, ensemble, avec des chercheurs, des chercheuses, elles pouvaient résoudre un problème. Et ces chercheurs et ces chercheuses se sont rendus compte qu'ils pouvaient être enrichis de l'apport de ces mères qui étaient pourtant dans le souci. Et cet écosystème-là, ce collectif-là, c'est ça que lui appelait, au fond, le travail et qu'il opposait à l'emploi. C'est-à-dire quelque chose qui nous enrichit et enrichit notre écosystème plutôt qu'une fumisterie de type emploi où on dit il faut que les gens travaillent avec un salaire, mettons-les en esclavage plus ou moins autorisé, fouettons-les virtuellement, rendons-les cons, et comme ça, eh bien, on aura plus d'emplois, en fait. Et on voit bien avec la crise pandémique que cette notion d'emploi, si elle était capable de résoudre quoi que ce soit, on en rigolerait bien. L'enjeu, c'est que chacun puisse vivre décemment, quelle que soit la façon. Et bien évidemment, on a souvent eu de grands débats avec Bernard sur le revenu universel ou le revenu contributif. La clé dans tout ça, c'est la capacité, en prenant l'humain, en prenant la santé au sens large, comme quelque chose qui dépend non seulement de la médication, de la médecine, mais de la culture, de la société, de l'écologie, de notre rapport au monde, comment on fait pour effectivement faire en sorte que les gens, comme je l'ai dit tout à l'heure, puissent sortir eux-mêmes de la mouise. Et donc là, voilà, un procédé, une démarche, derrière une notion. Par rapport au travail, la notion de prendre soin, c'est tout simplement qu'un vrai travail, il prend soin de soi, parce qu'en fait, je ne le fais pas pour me détruire, je ne le fais pas parce que... Et il prend soin des autres et de son environnement. Un emploi, par essence, c'est comme une plantation. La plantation, on plante et on s'abstrait de l'écosystème. Donc, on ne prend même pas soin du produit qu'on fabrique, parce qu'au bout d'un moment, le sol se détruit. Et en plus, on détruit tout ce qu'il y a autour. Donc, là, sur le travail ou l'emploi, c'est pareil. En fait, l'emploi, c'est la plantation. En fait, la permaculture, il y a des permacultures artistiques, il y a des permacultures médicales. C'est au fond, quelque part, retrouver cette sens de l'échange, du soin générique, sortir de cette toxicité du marketing, de l'emploi pour l'emploi dans lequel on était complètement englué, et pour des raisons de santé, parce que tout simplement, ça nous détruit. Et c'est ça un peu la thèse de Stigler, simplement en partant de l'exemple de la clinique contributive, c'est important de voir en quoi, au-delà de l'idée, il y a une pratique qui permet d'en sortir. Et effectivement, dans la pensée de Stigler, c'est dans cette notion de prendre soin, c'est parce qu'effectivement, comme l'a très bien dit Philippe, ça part du souci de soi, du souci de son environnement, des autres proches, et évidemment que ça aboutit au souci de la société, au souci de la planète. En fait. Parce que lorsque je fais la différence entre l'emploi et le travail, la plantation est une façon de se mettre en phase avec l'ensemble des êtres humains et non humains qui m'entourent. Et bien, lorsque j'agis de cette façon-là, tout simplement, je recrée de la bonne santé, au sens nietzschéen du terme, alors qu'auparavant, lorsque je m'enfermais, je m'enferrais, peu à peu, je contribuais à, même si moi j'avais le sentiment d'aller bien, à salir, polluer en quelque sorte mon environnement, et in fine,
je détruisais ma propre santé à moi. Donc voilà, donc là, pour conclure, je dirais que au fond, là, ça m'amusait de donner un exemple concret et de partir donc du terrain. Après, comme le disait très bien Philippe par rapport à son livre, par rapport à sa démarche, c'est une sorte d'appel final aux étudiants, c'est ne soyez pas déstabilisés par la difficulté de lecture de Stigler. Il y a des livres plus ou moins accessibles. Et le message de Stigler n'a jamais voulu que chacun soit philosophe comme lui, en fait. À un moment donné, et Philippe et moi, j'imagine, en tout cas, on a eu des discussions avec lui, on n'était pas forcément d'accord, ce n'était pas un problème, en fait. Hein, on était d'accord sur l'essentiel. Et après, moi, ce que je lui expliquais, c'est que l'humour pouvait être une thérapie, que le rire pouvait être une thérapie, et que la fiction, utiliser des contre-fictions pouvait être une thérapie. Et il était relativement hermétique, il était très universitaire, en tout cas vers la fin de sa vie, alors qu'il était un fan de jazz, etc. Voilà, et j'essayais de le convaincre, et on avait prévu malheureusement d'en discuter à la sortie de mon bouquin qui est sorti il y a 2 mois, 3 mois, qui s'appelle Dans les imaginaires du futur, qui est très stiglérien, où j'utilise beaucoup Bernard Stiegler, donc Dans les imaginaires du futur, qui est paru aux éditions ActuSF, avec une volte-face de Alain Damasio, pour ceux qui connaissent cet auteur de science-fiction. Et au fond, finalement, c'est un livre très stiglérien, mais c'est un livre où j'ai au fond digéré, je me suis rapproprié du Stigler pour essayer au fond de faire non pas de la destruction, mais de la guillemets bonne santé à partir de la fiction. Voilà, il y a des contre-fictions contre des fictions dominantes, et il y a une capacité à utiliser la fiction, les fictions, les récits en fait du futur pour transformer le monde dans ce sens du prendre soin. Voilà. Merci beaucoup. Merci Ariel. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Je pensais, Philippe, qu'effectivement, c'était un très bel exemple de projet de soins, celui qui a été présenté par Ariel, dans le sens où vous disiez que soigner, ça veut dire prendre soin des autres et, comment dire, les mettre en capacité de comment dire, faire en sorte de les réinvestir de leur savoir, quelque part. Hein. Absolument, absolument. C'est fondamentalement ça le soin, et même dans le soin médical. Je veux dire, moi, toute ma réflexion vient de ce que m'a fait la maladie et le soin médical, et dans les modes dans lesquels il s'exerce. Et moi, ensuite, j'ai enseigné donc, en fac, mais aussi, par exemple, dans des écoles d'infirmières, où des femmes estimaient qu'elles avaient peu de culture. Et par exemple, je le faisais travailler pendant 4 heures sur 5 lignes de Canguilhem. Et ce n'était pas moi qui donnais la clé, c'était leur travail qui leur faisait comprendre qu'elles étaient capables de le comprendre et que ça correspondait à quelque chose qui était leur pratique, leur vie et leur pratique. Et enseigner, c'est soigner de cette façon-là. Alors, les exemples qu'a pris Ariel, ben oui, c'est extraordinaire. Enfin, c'est ça que je trouve vraiment original et profond, c'est que chaque pensée chez Bernard est aussi une façon d'être et une façon de faire, quoi. Et que c'est une origine, c'est-à-dire que ça lui survit, bien évidemment, je pense. C'est vraiment un legs extraordinaire. Et on trouve alors des concordances. Moi, par exemple, j'ai approché des gens qui faisaient ce qu'on appelle du design social. C'est-à-dire, par exemple, une équipe c'est des filles que je connais à Strasbourg, ça s'appelle la Fabrique de l'Hospitalité, qui est chargée de restructurer un service. Et ben, qu'est-ce qu'elles font? Et ben, elles écoutent tout le monde. Et cette idée de la contribution, moi, je la trouve au niveau de ce qu'on appelle l'usager. Alors, il y a l'usager de l'hôpital et puis il y a les professionnels. Mais non, l'usager, c'est tous ceux qui usent, c'est-à-dire qui utilisent, que ce soit la personne qui va balayer le carrelage, que ce soit le chef de service, que ce soit le patient, la famille, le petit-fils, etc. Et c'est la voix de chacun qui doit être entendue, comprise, et qui, dans le partage, dans les échanges qui vont se faire, vont permettre de trouver ce que moi j'appelle la normativité, c'est-à-dire le bon fonctionnement de l'institution, sa santé. Parce que prendre soin, c'est prendre soin aussi de l'institution, de ce qu'on institue comme de la discipline. Oui. Oui, en tout cas, c'est un très bon exemple. Et il se trouve que dans ce qui m'occupe le plus de mon temps, à savoir quelque chose qui s'appelle le laboratoire des solidarités, et dans un site qui s'appelle solidarum.org, on a traité la fabrique de l'hospitalité, en fait. Hein. On a fait un sujet sur eux, parce qu'effectivement, lorsqu'on s'interroge sur les logiques éco-solidaires et sur l'invention de nouveaux modes de solidarité,
On ne peut pas faire l'économie de ces logiques contributives, de ces logiques qui partent des citoyens et qui partent des gens, et d'une vision de la santé qui soit une vision, je dirais, holistique, c'est-à-dire globale de la santé, prenant en compte tous les éléments qui font santé. C'est d'ailleurs bien là le problème de la crise actuelle, c'est qu'on a le sentiment, au-delà même des critiques qu'on peut faire ou pas par rapport à un gouvernement, on a le sentiment que la vision de la santé qui nous est proposée est une vision comptable. Et donc, hein, d'ailleurs, et c'est le comptable qui a été l'une des sources du désastre de l'hôpital, hein, etc. Donc une logique comptable, purement et simplement, et réductionniste. C'est-à-dire que c'est les deux. Hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est des bêtes à travail, on peut travailler jusqu'à 18 heures, mais considérer que le partage, l'échange, ce qui fait lien entre nous tous, et tout ce qui fait santé pour nous, c'est-à-dire voilà, la culture, la philosophie, les romans qui nous plaisent, les échanges, font partie de la santé et sont même un élément clé de la santé. On a le sentiment que c'est étranger en fait à une certaine vision du monde qui est dominante. Alors même que quand on s'intéresse à ce qui se fait sur le terrain, les exemples, je pense encore à quelque chose qui s'appelle Mixage, par exemple, qu'a monté Frédéric Brun à partir des aides à domicile dans le 15e. Mixage, ça mixe tous les âges, et c'est une logique de faire des anciens avec des plus jeunes dans une logique de santé. Et ce qui fait qu'ils tiennent bien, c'est justement qu'ils sont au-delà de la simple santé en tant que médecine. Il y a des moments où il ne reste plus que ça, la santé en tant que médecine, c'est-à-dire on a besoin de médicaments, on a besoin d'une opération chirurgicale, il faut le maintenir, bien évidemment. Mais si l'on ne voit pas la santé dans sa globalité, on va littéralement au mur, en fait. Les forces de destruction sont trop fortes, et c'est ce que disait Bernard. Mmh.